Salut, j'espère que tu vas très bien. Il est temps de parler de la pleine lune du 1er août qui arrive maintenant à grands pas. Une pleine lune en Verseau, soleil en Lion, qui vient nous parler d'un petit challenge de fond et qu'on pourrait aussi lire sous un angle de révélation et de prise de conscience. Il y a beaucoup de choses très intéressantes avec une petite dynamique comme ça, quand même de défi en arrière-plan que je vais développer avec toi tout de suite. Alors déjà en préambule, l'axe Lion-Verseau, Lion, la royauté, la noblesse, la générosité, la dimension du cœur, la dimension de l'ouverture, la dimension solaire, donc des tas de choses extrêmement intéressantes à vivre et à goûter et à ressentir comme énergie. Et puis de l'autre côté, on a Verseau, l'originalité, la notion de collectif, la dynamique de groupe, l'idée aussi de la marginalité un petit peu, d'être choqué, l'idée de ce qui est atypique, de ce qui bouscule, de ce qui est un peu hors norme. Là, voilà comment on pourrait un peu voir cet axe-là. Si on devait essayer de résumer et d'alchimiser en fait ces deux énergies, moi j'aime bien partir de la métaphore du gazon japonais. Alors j'en ai parlé déjà, je crois qu'il y a 2 ans, de cette métaphore du gazon japonais. Ce gazon japonais, c'est en fait un mélange de fleurs et d'herbes qu'on sème. Et lorsque ça pousse, on a une diversité de fleurs, roses, rouges, jaunes, dans tous les sens, avec différentes tailles, différentes hauteurs, différentes grosseurs aussi de fleurs. Et ce qui est très joli, je trouve en tout cas dans le gazon japonais, c'est justement cette multitude de couleurs qui vient égayer comme ça un grand espace herbeux. On en voit un peu partout. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau à observer. La beauté du gazon japonais repose justement sur cette diversité en termes de forme, d'allure, de fleurs. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose si on n'a que des fleurs jaunes, si on n'a que des fleurs rouges, si on n'a que des fleurs roses. Ce qui rend le gazon japonais charmant, c'est vraiment le fait qu'il y ait comme ça un patchwork de formes, de tailles et de couleurs différentes pour les fleurs. Eh bien, ça serait un petit peu ça, la dynamique du Lion Verseau. C'est chaque singularité de fleurs, chaque petite fleur posée dans ce décor vient participer à l'esthétique harmonieuse globale du tout. Et l'axe du Lion Verseau, ça pourrait être ça, c'est-à-dire que le lion, c'est la fleur toute seule qui, dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, vient donner une dynamique d'ensemble au groupe magnifique. Donc on pourrait imaginer que nous sommes tous des fleurs lions et qu'on s'associe les uns les autres pour donner un tableau atypique à la Verseau, avec des singularités. Et toutes ces singularités mises ensemble nous donnent en fait un paysage, un environnement harmonieux à voir. Ça, c'est vraiment l'idéal de l'axe Lion-Verseau, l'intégration de l'individu dans son unicité sur un collectif en fait où chacun des individus du collectif est reconnu pour son originalité, sa particularité, sa noblesse individuelle. Alors, dans la révélation attendue, comme c'est de coutume pour les pleines lunes de l'axe Lion-Verseau, eh bien, la question de fond, c'est effectivement comment notre solarité va s'intégrer dans le tissu collectif. Comment nous allons incarner finalement cette énergie lion. Quelle est la dynamique de notre soleil intérieur. Et les deux polarités sur lesquelles ça pourrait s'exprimer, c'est d'un côté, bien effectivement, tous les archétypes matures, on va dire, du lion, la générosité, le positionnement protecteur et royal, la noblesse, mais j'entends par noblesse vraiment l'idée de la noblesse de cœur, ou une autre polarité d'expression moins agréable à vivre, moins agréable à côtoyer, qui serait une polarité de vouloir absolument capter le soleil des autres pour nourrir son propre soleil et d'être comme ça un petit peu en aspiration
de tout ce qui se passe autour pour aller se nourrir soi-même. Et pour le coup, on ne retrouve plus la générosité du lion dans cette dynamique-là et on récupère plutôt une énergie de rétention, de récupération et d'aspiration énergétique potentiellement. Côté Verseau, eh bien, on va aller sur l'expression d'une marginalité choquante, qui va être une expression un peu rugueuse de l'énergie du Verseau, jusqu'à l'idée, en fait, de mettre son talent au service du collectif, de mettre sa singularité complètement assumée, son petit côté original à soi, au service du collectif, et d'avancer dans cette harmonie avec le collectif, pas animé par l'idée de choquer, de bousculer, ce que l'on peut voir dans l'énergie Verseau par ailleurs, qui peut se plaire finalement dans l'idée d'aller rejeter tout ce qui est appartenance à un collectif au profit de sa singularité. Voilà un petit peu les modalités d'expression classiques de l'axe Lion-Verseau. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans les mois qui viennent. Ça, d'un côté, c'est notre dynamique de fond à laquelle viennent se greffer d'autres énergies qui nous proposent, là pour le coup, davantage un aspect de challenge. Le premier aspect de challenge, c'est toujours la présence de Pluton sur le 29e degré du Capricorne, qui a pu franchir la frontière du Verseau il y a quelques grosses semaines maintenant, et qui est déjà venu donner une touche de transformation, pour l'instant presque insensible et presque invisible, à l'énergie du Verseau. Alors Pluton, dans sa position autour de cette pleine lune-là, nous propose un défi particulier qui est le défi de renoncer aux dynamiques de contrôle. Renoncer à l'idée que l'on est en train de maîtriser quelque chose. Je vais y revenir dans un instant. L'autre aspect très intéressant de cette pleine lune, c'est la dynamisation d'Uranus qui est ici, et Uranus, qui est quand même la planète maîtresse du Verseau, qui vient, lui, à chaque fois, nous interrompre, nous provoquer des prises de conscience très soudaines, qui vient créer de l'imprévu. Avec Uranus, un Uranus actif, on peut quand même partir du principe que les choses qu'on envisage ne vont pas se passer comme prévu. Donc on peut déjà partir dans l'idée d'avoir une certaine souplesse à mettre en œuvre, de développer d'ores et déjà notre flexibilité intellectuelle pour s'attendre et savoir recevoir les imprévus qui vont être lancés par Uranus autour de cette pleine lune ou sur cette pleine lune. Ça dépendra de chacun et de chaque expérience de vie. Alors les deux ensemble, ça fait quoi ? D'un côté, on a cette énergie de contrôle qui est notre manière de résister à l'influx plutonien qui tient absolument à transformer ce qui existe. Je vais même aller plus loin, qui tient à détruire ce qui existe afin de le transformer. Donc c'est un peu un bulldozer, Pluton, quand même. Quand il commence à arriver sur nos planètes personnelles ou sur des points précis pour nous, il vient nous faire un véritable retournement de dispositif, un retournement de structure. C'est pas une énergie qui se vit avec légèreté. On n'est pas du tout là-dessus. C'est au contraire une énergie qui est quand même plutôt connotée sur des idées de difficulté, de travail très en profondeur, d'aller se frotter à des choses qui piquent un peu sur le plan émotionnel. Pluton est quand même connoté dans cet axe-là. Et notre manière très humaine de vouloir en général gérer cette énergie plutonienne, c'est justement, on va essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler, de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Mais là, toute la question, c'est-à-dire que d'un côté, on a Uranus qui va bousculer en fait notre idée, notre dispositif, notre organisation. Et de l'autre côté, on a Pluton qui va aussi, lui, venir perturber un plan qu'on a pu se faire, mais qu'on n'a pas vu comme étant obsolète et qui, du coup, va disparaître également sous les influx de Pluton. Alors, bon, je te rassure, ça ne disparaît pas comme ça en un claquement de doigts, du jour au lendemain. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On est sur des dynamiques lentes en ce qui concerne Pluton et de transformation lente. Et globalement, on peut quand même les qualifier de transformations plutôt inconfortables. Plus tard, après les transits de Pluton, il nous faut souvent de quelques mois à quelques années pour prendre conscience en fait
de la dynamique saine qui est mise en place après le passage de Pluton et de goûter un petit peu aux bénéfices de ce travail-là qui peuvent vraiment se ressentir comme forme de cadeau. Pluton, c'est quand même le porteur de notre karma émotionnel. Donc quand on est plutonisé, quand on a un espace de notre carte du ciel qui subit quelque part les énergies de Pluton, on a des grosses remontées émotionnelles, potentiellement karmiques, qui ne sont pas toujours très simples à aller identifier, ni à aller définir, qui sont surprenantes, qui viennent en général chercher chez nous des réactions plus compulsives que posées, pragmatiques, réfléchies et organisées. Et là, on a de ce coup, tout de suite, 2 archétypes forts à travers Pluton et Uranus qui risquent de se mettre en travers, en fait, du chemin qu'on pensait emprunter. Bon, c'est une expérience d'apprentissage et c'est une expérience de croissance. Tu le sais maintenant, à chaque fois que nous nous retrouvons face à ce qui pourrait ressembler à un obstacle, un imprévu ou un inconfort sur notre route, eh bien, c'est un challenge qui nous est présenté de manière à pouvoir grandir encore un petit peu. Alors, comment on peut faire pour se débrouiller de cette énergie-là ? Eh bien, déjà reprendre l'idée de ce que c'est que le contrôle, la maîtrise, la gestion. Et d'aller, dans un premier temps, ça sera toujours bénéfique pour les relations que nous entretenons les uns avec les autres, regarder si ce qu'on essaie de contrôler ou de maîtriser est de notre ressort, ou si c'est dans les mains d'une tierce personne, ou d'éléments, de systèmes sur lesquels nous n'avons pas de poids. Pourquoi c'est important de reconsidérer ça ? C'est parce que quand on est dans un espace où Pluton est actif, on est tellement rattrapé par des peurs sourdes qu'on a vraiment très envie souvent que rien ne bouge et rien ne se passe, ou au contraire que les choses prennent une direction qui est l'exact opposé de la direction que Pluton veut nous faire prendre, sur laquelle Pluton veut nous engager. Quand on recentre l'espace de contrôle, de maîtrise et de gestion, bon, les 3 mots n'ont pas la même signification. On explorera le vocabulaire du contrôle, de la maîtrise et de la gestion très prochainement sans doute. Mais quand on se retrouve dans cette énergie-là de plutonienne, eh bien, posons-nous la question de concrètement, qu'est-ce qui est en notre pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et dans le qu'est-ce que je peux faire, ce n'est surtout pas comment je peux agir sur l'autre, ou comment je peux agir sur la situation, ou comment je peux agir sur le système. La seule question, c'est comment je peux faire pour vivre au mieux ce qui est en train de se présenter à moi. Quelles sont les ressources que j'ai en ma possession ? Où est ma zone de pouvoir personnel ? Où est ma zone de pouvoir individuel dans cette situation ? Et c'est là que je peux activer les choses. Alors pourquoi j'insiste un peu là-dessus ? C'est parce que dans l'idée d'un Pluton transformateur profond et dans l'idée d'un Uranus qui peut t'empêcher de vouloir tourner en rond comme tu l'entends, eh bien il y a un champ de contraintes là qui pourrait ressembler comme si nous n'avions à notre disposition qu'un tout petit couloir dans lequel cheminer. Mais tu sais quoi, on va le prendre le petit couloir, parce que le petit couloir, eh bien on peut tout à fait le percevoir comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un espace à un autre. Quand on est dans la forme évasée de l'entonnoir, bon, écoute, tout va bien, on n'est pas trop serré, on n'est pas trop comprimé. Mais plus le temps avance, en fait, plus la forme de l'entonnoir va se rétrécissant jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans ce dernier petit tube, à la fin, à toute extrémité de l'entonnoir. Et tu le sais comme moi, quand notre sable ou notre liquide que l'on passe dans l'entonnoir arrive à cet endroit-là, en fait, il est très proche de la sortie. Moi, c'est comme ça que je le vis un peu, l'énergie qui se monte sur cette pleine lune-là. C'est une énergie un peu compressante ou oppressante. J'allais dire comprimée ou oppressante, mais enfin bon, voilà, du coup, ça a donné compressante. C'est une énergie de cette dynamique-là, un petit peu, qui vient en fait nous faire sentir peut-être qu'on est un petit peu trop près des murs. Là, ça frotte, on n'a pas beaucoup d'espace de manœuvre, on n'a pas beaucoup de disposition pour avancer.
Et en revanche, ce que l'on sait, c'est que dans pas très longtemps, on va ressortir dans un nouvel espace à ce moment-là, qui sera du coup un espace beaucoup plus large et beaucoup plus libre que l'espace d'entonnoir dans lequel on a été il y a déjà maintenant plusieurs années. Parce que c'est un processus qui dure quand même depuis plusieurs années. Dans l'idée de cet entonnoir que nous circulons, eh bien, tu sais, moi je vois aussi quand même un peu l'idée de la naissance, hein. C'est un peu la mécanique de la naissance que d'avoir comme ça un espace très réduit par lequel passer avant de voir le jour et de faire l'expérience de l'incarnation de vie, l'expérience de vie, l'expérience de jouissance de la vie, je vais même dire. Et là, on est dans ce moment, en fait, que les mamans connaissent, qui est le moment du travail et ce moment où le bébé commence à s'engager pour naître. Eh bien, tout le monde le sait, hein, un accouchement, c'est quelque chose qui est douloureux, mais tu ne peux pas t'y échapper. Il va falloir aller là aussi, encore une fois, jusqu'au bout du processus. Eh bien, le processus plutonien nous amène à ça. Et le processus uranien nous amène à faire en sorte que, voilà, on s'est peut-être fait un idéal situationnel de cet accouchement de nous-mêmes. Eh bien, il est fort probable que cet idéal, cette imagination, cette projection visuelle qu'on a pu se faire ne soit pas tout à fait la réalité que nous ayons à vivre. Mais en fait, tout est quand même parfait. Il va falloir, pour nous, surtout dans la zone de contrôle, toujours, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur à embrasser d'autres possibilités que celles que nous avons projetées. Parce qu'il y a un truc qui est quand même à chaque fois stupéfiant avec Uranus, c'est qu'il va se passer exactement ce que tu n'as pas imaginé. Donc ça sert à rien de se faire une multitude de plans quand c'est comme ça, plan A, plan B, plan C, parce qu'à partir du moment où tu vas devoir toucher mentalement et intellectuellement une disposition, eh bien tu peux être tranquille que ça ne va pas être elle qui va se réaliser. Donc contentons-nous dans un premier temps de nous dire que voilà, les surprises peuvent être partout. Contentons-nous d'aller développer encore plus nos capacités d'adaptation et nous serons dans les meilleures postures pour se dire au moment où l'événement surgit, s'il surgit, hein, on est sur une lecture énergétique avec chacun d'entre nous qui allons réagir différemment à ces dispositions astrales-là. Mais voilà, si on se dit un petit peu qu'on est prêt à changer nos plans, eh bien écoute, on vivra les choses de façon beaucoup plus sereine. Ce qui pourrait être saillant au moment de cette pleine lune, c'est vraiment une dynamique de révélation sous forme de prise de conscience. Mais c'est peut-être pas le moment où on va prendre des décisions. C'est peut-être une prise de conscience qui va avoir un point de départ pour nous faire réfléchir à une décision qu'il serait peut-être opportun de prendre, mais que nous n'allons peut-être pas forcément acter maintenant. Pourquoi nous n'allons pas l'acter maintenant ? Mais parce que Vénus est en rétrogradation, elle est en marche arrière, donc toute la question en fait du champ de valeur, Vénus en Lion quand même, hein, donc dans le signe où est le Soleil aussi en ce moment, donc toute la question de nos valeurs personnelles, de notre noblesse personnelle, de la manière dont on vit notre royauté singulière, la manière dont on exprime notre Soleil en nous, la manière dont on aime, la manière dont on aime être aimé, ce que l'on désire, et aussi, pourquoi pas, ce que l'on ne désire pas ou ce que l'on ne désire plus, est toujours en questionnement. Et puis, il y a son compère Mars qui, lui, est dans le signe de la Vierge. Et dans le signe de la Vierge, Mars, il développe davantage une action stratégique, une action posée, une action qui n'est pas forcément rapide, mais par contre qui est fiable, crantée et plutôt sécurisée. Alors, c'est plutôt comme ça que il me semble intéressant d'observer cette pleine lune, comprendre que les révélations, les prises de conscience sont en train de monter, de se présenter à nous. Gardons-nous de dynamiques réactives, trop vives, qui là, pour le coup, seraient certainement en résonance compulsive avec la présence de Pluton.
Et peut-être que nous pouvons, dans un premier temps, relever les informations, faire notre bilan personnel, notre bilan intérieur sur qu'est-ce que ça provoque en moi, qu'est-ce que ça évoque pour moi, comment je me sens émotionnellement sous le feu de cette énergie, et qu'est-ce que je peux envisager, pas dans l'immédiateté, mais à moyen, long terme peut-être, d'évoluer par rapport à cette prise de conscience qui tout d'un coup m'est proposée par l'univers. Évidemment, et comme d'habitude, je ne t'ai pas tout dit, mais je t'embrasse bien fort.